Euh, euh, euh. Ils ont pris cher, hein. Bonsoir, Salut. vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Ah, ouais, si ça va. Alors d'abord, merci aux Zainfest de nous inviter pour présenter le journal de lutte auquel on participe, Champ de Ronces. Merci à John et Aude pour la présentation de tout à l'heure. Merci à vous deux, Pierrick, pour le soutien, le support. Merci pour la bouffe aussi. Et je crois qu'il en restera encore après notre petite présentation. Voilà. Donc on va vous présenter, faire une espèce de petite traversée chronologique de l'aventure du journal Champ de Ronces, qui est un journal de lutte auto-édité, dont Jules et moi faisons partie du comité de création et du comité éditorial. La troisième personne n'ayant pas pu se libérer n'est pas là ce soir physiquement. Voilà, je te laisse la parole, Jules. Ouais, on se disait que en fait, le mieux pour commencer, c'était de vous lire l'édito qui avait été écrit pour le tout premier numéro qui est sorti en mars 2023. Et puis après, on discutera un peu de la genèse et puis un peu d'historique du journal. Alors, l'édito. Chanderon, c'est un journal de lutte. Lutte au pluriel. Car s'il voit le jour dans le contexte du mouvement contre la réforme des retraites, énième démonstration méprisante du projet de casse sociale de l'État, Champ de Ronces compte bien accompagner toutes les luttes, rurales et citadines, et on l'espère, leur convergence. Champ de Ronces est autonome et indépendant. Il est un journal de texte et d'images politiques et poétiques. Il porte la voix des expériences, des manifestes, des territoires, de la colère et de la joie, de l'échec et de la victoire. Il se positionne contre le capitalisme patriarcal, fasciste et mortifère. Il est gratuit, mais peut être réimprimé et vendu à prix libre pour soutenir des caisses de grève ou anti-répression. On remercie chaleureusement tous les contributrices de ce premier numéro. En attendant que fleurisse le printemps, faites attention à vous et à vos camarades. Soyez comme la ronce, envahissante, épineuse et porteuse de fruits sauvages. Vive la grève générale et vive la grève féministe. Alors, euh, on en profite pour remercier les personnes présentes aussi ce soir qui ont contribué à ces numéros, parce qu'il y en a plusieurs dans la salle. Ça nous fait très plaisir d'avoir eu l'opportunité d'éditer votre travail. On en est très fiers. Donc, comme disait Jules, l'aventure commence en mars 2023. Vraiment à la base du projet, on était 4 personnes. Un camarade nous a lâché assez tôt par manque de temps à consacrer pour cette aventure. Donc on se retrouve à 3, Fanny, Jules et moi, avec l'envie de faire un journal de lutte euh, dans lequel on puisse y voir ce qu'on avait l'impression de ne pas trouver ailleurs. Donc c'est mars 2023, comme c'est dit dans l'édito, on est en période du mouvement social contre le projet de réforme des retraites. Et nous, on habite depuis un certain temps à ce moment-là dans les Côtes-d'Armor, pas très loin de la plus grosse ville où s'organiser, c'est Saint-Brieuc. Donc on participe à nos premiers cortèges à Saint-Brieuc et on va pas dire qu'on s'y retrouve pas, mais il manque des objets, des formes, que ce soit de l'affiche, du tract, des banderoles, des choses qu'on trouve un petit peu trop classiques ou un peu trop vues. Cette ville, on pourra digresser dessus, mais cette ville aussi portant des stigmates historiques, sociaux, économiques assez fortes, les cortèges sont assez mous, assez plan-plan, et donc voilà ce qui est proposé à l'intérieur en termes d'objets politiques, de tracts, etc. C'est très classique. Et donc nous, on se dit, bah, c'est là qu'on va proposer quelque chose qu'on aimerait voir. Et aussi, comme c'est présent dans l'édito, ce qu'on n'a pas tenu très longtemps, mais on les distribuait gratuitement en manif au début. L'idée était de tout de suite provoquer en fait je vais pas dire un choc visuel, mais en tout cas amener un autre truc à mettre dans la main des gens gratuitement sans avoir tout de suite à demander quelque chose. Et aussi avec un fonctionnement on reviendra un peu dessus après, mais qu'on a abandonné, où au départ on allait plutôt inviter des gens plutôt que faire des appels à contribution, parce qu'on avait aussi au fond de nous
plein de noms d'auteuristes, d'illustrateuristes, d'artistes qu'on voulait voir dans ce journal. Donc en fait, on allait chercher les gens, donc on mettait bénévolement aussi à contribution les personnes. Et voilà, ça c'était vraiment pour provoquer les premiers contacts sur les 2-3 premiers numéros, quoi. Et donc au début, on en a sorti un par mois pendant 3 mois. C'était un peu intense comme truc à tenir, mais on s'y est tenu. Et du coup, au début, c'était vraiment très contextuel. On était vraiment en plein dans le mouvement social. Donc les 3 premiers étaient à fond dedans, ce qui aussi, encore une fois, a changé par la suite, une fois que le mouvement social est malheureusement fini et passé et qu'on a perdu. Et donc les... Super. Ouais, ça m'a coupé. Je sais plus où j'en suis. Donc voilà, les 3 premiers numéros étaient pendant le mouvement et arrive donc la fin du mouvement et le numéro 4. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait vu que c'était vraiment très contextuel et pendant le mouvement social, est-ce qu'on a envie de continuer? Et en fait, je crois que tous les 3, on avait très, très envie de continuer. Donc on s'est dit, ben, on va un peu changer la formule et essayer de peut-être s'alléger un peu la charge de travail, faire des numéros un peu moins souvent. Donc là, on était passé un tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et, et voilà, peut-être je te laisse lire l'édito du 4e. Ouais, Parce que juste avant de lire, je me dis qu'aussi, sur un plan très matériel, expliquer aussi ce que c'est comme objet. Donc, c'est des feuilles de A3 qu'on imprime en risographie, en moyenne à 250-300 exemplaires par journal, qui sont juste encartées les unes dans les autres. Au départ, il y a juste 2 feuillets A3 pliés encartés, donc ça fait, voilà, ça fait un A4 assez classique. Il n'y a pas de façonnage, pas de massicotage. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre vite au contexte de la lutte, parfois de les imprimer très peu de temps avant une nouvelle échéance de mobilisation. On a la chance d'avoir notre propre matériel d'impression, donc on peut aller aussi vite de ce côté-là. Il faut aussi dire qu'on pose vite quand même l'envie d'avoir une ligne graphique avec une charte qui revient, cette typo Chandrons, donc aussi une grille de mise en page que tu gères depuis le début et où tu fais un gros travail de maquettage quand même. Et après, ces invitations au départ, c'est vraiment parce qu'on pense à des gens dont le travail résonne avec ce qu'on a envie de transmettre. Et on leur envoie des mails en disant est-ce que vous avez le temps de nous envoyer un truc original ou pas. Et est-ce que vous êtes d'accord pour que ça passera en monochrome? On ne peut pas encore vous dire de quelle couleur. Et que peut-être ça aura une taille différente de celle que vous nous avez envoyée. Donc on va jouer un peu avec vos images. L'idée étant aussi de créer collection en faisant un truc qui est ce qu'on a trouvé en modèle économique le moins cher aussi, c'est-à-dire d'imprimer sur un papier de couleur dans une couleur, de pouvoir jouer sur une bicro. Pour l'instant, on arrive à tirer sur le papier trophée de Clairefontaine. On n'a pas encore épuisé toute la gamme, et de rester aussi dans une économie en fait où on calcule un truc c'est très basique. Dans une ramette, combien on peut rentrer de numéros? Bon, on prend 2 ramettes et on rentre ce qu'on peut rentrer dedans. Et voilà, ça permet aussi d'être sûr que ce soit pas un projet d'emblée qui coûte un peu trop cher, quoi. Euh, ouais. Ah, maintenant, on lit l'édito du 4. Alors, il y a des fins de printemps pleines d'amertume, au parfum de fleurs fanées. C'est qu'on s'attache au mouvement. Même quand on se positionne contre l'État, son fonctionnement, son mépris, qu'on n'attend rien de lui depuis longtemps, cette sensation de défaite plombe encore nos estomacs. S'attacher au mouvement est aussi important que de s'en défaire. Ils sont des balises dans nos parcours politiques et militants, des périodes d'intensité qui marquent nos mémoires et nos corps. Mais il est toujours aussi nécessaire d'en dépasser le cadre, de les déborder, comprendre que les échecs n'en sont jamais vraiment, que ce qui se joue ici, ce sont les recompositions, le maillage renouvelé de nos réseaux et de nos solidarités. C'est se rendre compte que la flamme est toujours là, notre flamme,
parfois plus vive encore, que malgré le sentiment d'impuissance qui nous enserre parfois, l'aigreur et le fatalisme ne nous ont pas encore atteints. Une fois passé le pic, nous voilà pris dans ces instants charnières. On redescend un peu sur le cul et c'est rarement confortable. C'est le moment de se recentrer, souffler un peu et reprendre les résistances quotidiennes, car la lutte ne se résume jamais à un mouvement. La lutte est plurielle et intersectionnelle. Elle est privée et publique, toujours politique, locale et internationaliste. Elle recouvre tout. Elle est sans trêve et sans fin. Du coup, l'édito, c'est vraiment une rubrique qui revient à chaque fois. Et l'alerte Antifa aussi, qui est toujours la dernière page du journal. En fait, c'est deux rubriques qu'on a décidé de mettre en place dès le début parce que, évoluant aussi un peu dans des milieux antifascistes, on disait que vu le moment qu'on traverse, c'était un peu important d'avoir aussi cette rubrique qui est plutôt là, vraiment à chaque fois un espèce d'état des lieux de ce qui se passe au local, au très local, au niveau du pays et puis parfois à l'international. Ouais, on voit pas grand-chose avec la projection. Et du coup, voilà, à partir d'après le numéro 4, à partir du 5, 6, là, on commence à faire des appels ouverts parce qu'on n'avait plus trop envie de poncer tous nos copains. Et à ce moment-là, du coup, on fait des appels pour les textes et pour les images ouverts à chaque fois. Au début, c'était des appels qu'on faisait via nos réseaux sur Instagram. Donc ça lissait parfois un peu ce qu'on recevait, surtout en termes d'images. On peut en reparler après des réseaux un petit peu. Mais voilà, c'était les réseaux qu'on avait à ce moment-là. Du coup, c'était notre moyen de faire nos appels. On n'avait pas encore le site. C'était vraiment très réduit. On a continué comme ça pendant presque un an, je dirais. Et arrivé au numéro 10, donc oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a décidé à partir du coup du numéro 5 de faire des thématiques spécifiques à chaque numéro. Les premiers numéros étaient vraiment contextuels, mais après on est passé sur des thématiques spécifiques. Pour notre numéro 10, par exemple, la thématique, c'était les luttes antipatriarcales, trans et non-binaires, parce que l'actualité n'aidant pas, on voulait soutenir nos adelphes et que c'était le mois des fiertés, puisque le numéro 10 est sorti en juin 2024. Et c'est la première fois aussi, du coup, pour notre numéro anniversaire qu'on faisait un 12 pages, parce que c'était une thématique voilà, qui était importante pour nous et on a reçu beaucoup de très belles choses, que ce soit en termes de texte ou d'images. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on est assez ouvert en termes de propositions et de contributions. C'est pas parce qu'on est un journal politique qu'on est opposé à recevoir de la poésie, de la fiction, tant qu'en fait ça colle à la thématique et que pour nous ça porte un message politique. C'est quelque chose qu'on va potentiellement publier et choisir. Et c'est pareil pour les images. On peut recevoir de la photo, de l'illustration, même des fois des compositions graphiques. Et je pense que ce qui fait un peu la richesse aussi du journal, c'est justement que c'est très varié. Et peut-être que ça change aussi des propositions qu'on peut trouver dans les publications politiques. Et ce moment aussi de changement un petit peu de la forme, passer le contexte dont parlait Jules, de mouvement social spécifique. Déjà la gratuité, on n'a pas pu la tenir très longtemps. Et aussi, en fait, on se posait la question des objectifs de sortir ça, puisqu'on est plusieurs dessus, que c'est très très collectif, qu'il y a beaucoup de participation bénévole. L'idée, c'était qu'en fait, finalement, ce journal, il allait être diffusé. On commençait à nous le demander. Il y a aussi pas mal de personnes ici qui nous ont aidés à le diffuser dans des lieux militants, pas que, dans des librairies, dans des distros, ou carrément à accepter de faire le relais pour leur ville, leur village, leur zone géographique. Et donc, on s'est dit, bon, en fait, on va le mettre là où on peut à prix libre. Là, on peut pas, on va le mettre à un prix fixe très très bas, donc il est à 2 euros.
Et en fait, tout ce qu'on récupère avec, la vente des champs de ronces, ce sont des sous qui sont reversés à des collectifs en lutte, des structures qui ont besoin, par exemple, à un moment d'une aide juridique, comme payer des frais d'avocat pour des poursuites judiciaires, des lieux qui ont besoin d'acheter du matériel, ou dans certains contextes, carrément plutôt des structures humanitaires d'aide au hasard au peuple palestinien. Voilà. Donc le but, c'était aussi que on n'a quasiment pas de caisse Chandrons. En fait, cet argent, il repart directement soit à des collectifs, soit à l'impression d'un nouveau numéro. Euh, et peut-être que pour illustrer le propos dont tu parlais, on peut lire une des formes, puisque là on a lu que des éditos, lire une autre forme qui est très présente dans le Chandrons. Ouais, je vais lire un poème que nous a envoyé quelqu'un qui s'appelle Églantine Ftava et qui s'appelle « Qu'est-ce qui coule dans mes veines ?» 2 litres d'eau, 7 grammes de sodium, un peu de sucre. Et tout le reste, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu. J'ai mangé les légumes près des raffineries. Cadmium, plomb, vanadium. J'ai mangé les fruits près de l'autoroute. Nickel, cobalt, HAP. J'ai bu le lait près de l'incinérateur d'Acera. Mercure, dioxine, furane. J'ai respiré l'air des ruelles. J'ai bu l'eau du robinet. Zinc, chrome, bisphénol. Je me suis baigné dans le Golfe, uranium, PFAS, PCB. Et maintenant, qu'est-ce qui coule dans mes veines ? Dans mon sang coule la terre contaminée. Dans mon sang coule la mer empoisonnée. Dans mon sang sédimentent les boues de la scierie de Bagnoli. Dans mon sang se déversent les égouts. Dans mon sang se jette le fleuve Sarno. Dans mon sang brûlent les décharges de la terre des feux. Dans mon sang coule aussi 200 picogrammes d'estradiol par millilitre. Dans mon sang ne coule plus la testostérone. L'estradiol, c'est moi qui me le suis injecté. Je me les suis injectés dans des squats, sur les toits, dans les caves, avec les rats et les goélands. Je me le suis injecté dans des pièces sans fenêtres, dans des ruelles sombres et sous des néons bleus, sous les sourires complices des putes et sous les images de la Vierge. Mes seins ont poussé. La radioactivité s'accumule dans mes cheveux. Mes testicules se sont atrophiés. Les hydrocarbures ont contaminé mes graisses. Mon visage s'est arrondi, mes cuisses se sont élargies. Les métaux se sont fixés sur mes os. Des tresses d'argent se sont formées dans mes cheveux. Dans mon dos ont poussé des ailes. Vous m'appelez monstre. Vous dites que je m'intoxique. Vous m'appelez cobaye de laboratoire. Vous dites que je suis malade. Mais qu'est-ce qui a empoisonné mon sang ? Les hormones que j'y injecte ou les déchets de votre siècle ? Alors après tout ça, après ce très beau texte, arrive encore, après ce numéro 10, donc, qui a aussi été l'occasion d'une espèce de mini-tournée dans des lieux alliés qui soutiennent le projet Chandrons. Donc je pense à la librairie sans titre à laquelle travaille notre très bonne amie Pauline, cofondatrice du festival Design Fest. Et 3 lieux en Bretagne qui nous soutiennent et qui accueillent en dépôt les Chandrons quasiment depuis le début. On arrive donc au numéro 12, qui a une connotation certaine au vu de l'actualité, qui nous tient énormément à cœur, qu'on essaye d'orienter sur la question de l'anticolonialisme, anti-impérialisme, et d'essayer de penser comment on arrive à faire des liens concrets, mais aussi dans nos imaginaires à travers les luttes internationalistes. Et bon, on est bien évidemment content et contente du résultat. Euh, mais on se pose aussi des questions sur la profondeur de ce qu'on reçoit par rapport à certaines thématiques. Comme ça peut sembler bizarre, mais voilà, malgré tout, on devient, à force de 12 numéros, une espèce de comité éditorial. Donc on discute beaucoup avec notre amie Fanny, qui n'est pas là ce soir. Et on se dit, bon, celui-là, il est effectivement très orienté sur les luttes de soutien à la Palestine. Mais ça ne nous suffisait pas, aussi parce que ça finit par enfermer aussi cette lutte dans quelque chose de peut-être trop de l'ordre d'un spectacle ou d'une évidence. Ça ne la relie pas à d'autres luttes pourtant qui font partie de son histoire. Et on a un petit peu de mal à repartir. Donc en fait, il y a presque un an de pause.
où on n'est pas sûr de ce qu'on veut continuer à faire avec ce journal. Et, entre-temps, il y a aussi d'autres choses qui nous traversent parce que avec Jules, on travaille aussi tous les deux ensemble. On se pose plein de questions sur comment on monte notre travail. Et ça fait un moment qu'on se dit aussi que c'est un petit peu paradoxal de diffuser un journal de lutte, enfin de faire des appels pour un journal de lutte exclusivement sur des réseaux tenus par des gros connards. Et qu'en fait arrive à grands pas les élections aux États-Unis avec la potentielle réélection de Trump. Là où toute la tech dont fait partie Meta embraye, soutiennent ouvertement Trump et finissent par dire bon bah en fait on va passer un petit coup d'accélérateur, donc les politiques de modération sur nos réseaux elles vont changer. Twitter j'en parle même pas, hein, mais voilà, c'est fini en fait. Maintenant, on peut sortir à peu près toutes les crasses les plus discriminatoires, les plus violentes. Ça passe, c'est autorisé. Et nous, on se dit merde, est-ce que ça a encore du sens de diffuser nos images là-dessus. On se dit aussi que par expérience, notamment, c'est arrivé à des collectifs militants, il y a des pratiques qui sont mises en place grâce à la gestion des algorithmes, comme le shadow ban, où des comptes ne sont pas désactivés, mais ne sont juste plus visibles dans vos fils. Et enfin, dans nos fils, je dis vous, dans nos fils. Et en fait, on s'en rend même pas compte. On se dit, ah, c'est bizarre, ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui a été posté. Et en fait, voilà, commence à se mettre en place des trucs un peu sales comme ça. Et on se dit, bon, bah, ça fait partie un peu d'un move général où on a envie de se casser de méta, quoi. Et qu'est-ce qu'on a comme alternative? C'est l'occasion aussi de se poser des questions sur ce qu'on fait avec Chandrons. Et donc, on décide de larguer Insta et d'aller s'adresser à des amis qui sont un petit peu plus dans les logiciels libres, dans l'Internet, les réseaux libres, et puis voilà, de voir ce qui nous est proposé. Donc, vas-y, je te laisse prendre le relais. Ouais, C'est toi donc on a décidé de passer sur Mastodon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de microblogging qui est un peu entre ce qui a pu être Twitter ou Facebook à une certaine époque. Et voilà, l'avantage, c'est que c'est un réseau qui est décentralisé, donc avec des serveurs différents en fonction. Vous pouvez choisir le serveur où vous avez envie d'aller quand vous montez votre compte. Et du coup, ça n'appartient pas à des gros connards capitalistes, comme disait Hugo. Et voilà, on est parti à ce moment-là. On en a profité pour créer le site qui est en fait un oblog en même temps, parce que on se disait que à chaque fois, les gens nous demandaient où trouver les appels, où trouver des informations. Et en fait, on n'avait aucune plateforme puisqu'on se reposait beaucoup sur Insta. Et ce site, a permis de tout centraliser, que ce soit les appels à contribution. Donc, on vous invite à aller voir régulièrement parce que c'est là-dessus qu'on les poste principalement, et aussi sur notre compte Mastodon. Et ça nous a permis aussi de mettre toutes nos archives en ligne. Et là, c'est un peu crado, mais en vrai, c'est plus beau. Et du coup, tous les Chandrons sont aussi lisibles en ligne pour celles et ceux qui en ont envie. Voilà. Ouais, l'envie aussi de tout mettre en ligne, c'est parce que on réimprime pas les Chandrons. C'est une fois qu'on arrive au bout d'un numéro, même si on a la rêve du papier et les couleurs ISO, on les réimprime pas. On offre assez volontiers les PDF aux gens qui nous les demandent. Mais par contre, on trouve que c'est important dans cette idée de collection de conserver. Voilà, il y a un nombre de tirages dans une bichromie spécifique. On reste là-dessus. Quand c'est fini, c'est fini. Puis ça nous maintient dans une dynamique aussi d'avoir envie de continuer à savoir quelle thématique on va creuser, qui, comment, à quel endroit est-ce que ce serait chouette de faire intervenir voilà, toutes ces formes dont Jules a parlé tout à l'heure, de la photo, de la poésie, du dessin. Du récit, de la fiction, etc. Et puis voilà un peu pour la présentation générale de tout ça. On se disait qu'on pourrait juste insister peut-être sur les 2 derniers numéros, sachant qu'on a en consultation les archives jusqu'au numéro 12. Et là, avec nous, pour ce soir et pour ce week-end, sur notre stand, on a les 3 derniers numéros.
Mais donc, on peut peut-être un petit peu parler du numéro 14 et du numéro 15, qui sont les deux derniers. Ouais. Ce que je rajouterais aussi, c'est que après la grosse pause qu'on a fait, on a décidé encore de plus s'obliger à maintenir une cadence hyper régulière. Donc maintenant, on les sort quand on a envie de les sortir, avec toujours des thématiques différentes. Mais par contre, on est passé à chaque fois sur du 12 pages. Donc ils sont un peu plus, ils sont ils sortent moins souvent, mais ils sont un peu plus généreux. Alors celui-là, c'est l'avant-dernier, qui parle des ripostes queer féministes au VSS, qui est sorti en mars 2026. C'était une thématique qu'on avait envie d'aborder depuis très longtemps, parce qu'on savait qu'on avait des adelphes qui avaient des témoignages, on savait que ça allait faire sortir beaucoup de choses qui seraient peut-être difficiles. Parce que je pense qu'on peut mettre un petit trigger warning. C'est un numéro qui est un peu difficile à lire pour les personnes qui seraient un peu sensibles et chez qui ça pourrait faire remonter des choses. Mais on pense que c'est bien qu'il existe. Et voilà, je vous invite à le lire et à l'acheter. Et le dernier numéro qui n'est pas encore sur le NoBlog parce qu'il est vraiment tout frais, on l'a sorti en juin. En juin, en juin. Vous avez vu peut-être tout à l'heure quand j'étais sur l'onglet appel à contribution de la thématique, donc qui est sur les luttes, enfin sur l'antispécisme, pas que sur les luttes, mais sur l'antispécisme, qui est aussi une thématique qu'on avait envie d'aborder parce qu'on considère que c'est un angle mort très très fort, on va dire de la gauche, mais en fait en vrai de la société, mais de la gauche quand même. Et, voilà, c'est aussi un objet, moi je trouve que, enfin, un numéro qui correspond bien à ce qu'on avait aussi envie de voir depuis longtemps, parce que c'est vrai que ce qu'il existe en termes de propositions, spécifiquement sur les luttes antispécistes, il y a toujours des trucs qui ne nous vont pas, soit des formes d'essentialisation problématique, soit des formes de racisme dissimulé, ou soit d'orientalisme, des trucs un peu chelous. Aussi, que c'est une lutte qui est très peu investie, on trouve, nous, par des camarades autonome et réellement révolutionnaire, qui est toujours une lutte très blanche et citadine, vivant à la campagne, au milieu des porcheries, en Bretagne, qui est excessivement polluée par l'agriculture intensive. Nous, ça paraît être une évidence de se poser des questions sur ça. Donc on est super contente de l'avoir sorti, aussi de ce qu'on a eu, parce qu'on avait très peur du peu de retours qu'on allait recevoir, parce que c'est quelque chose qui intéresse finalement peu de monde. Et donc on s'est dit aussi que pour terminer la présentation, on allait vous lire une des rubriques un peu nouvelles. Oui, c'est une rubrique qui existe depuis 4 ou 5 numéros, je crois, qui est en fait une espèce de fiction, de science-fiction qu'a commencé notre amie et collaboratrice Fanny. Et comme elle n'est pas là ce soir, on va lire un bout du dernier chapitre de l'histoire. On ne le lit pas en entier parce que sinon on va vous spoiler la fin et ce serait dommage. Donc juste un extrait. Ouais, donc tous ces récits fictifs, c'est sur un personnage qui s'appelle Ferox, enfin une créature qui s'appelle Ferox. Ferox, épisode 4, la délivrance, fin de la première partie. Quelque part dans le monde d'avant, année 2113. Je suis Ferox. Ceci est un message radio destiné à avertir celles qui le trouveront. Je vous avertis que la destruction de cet endroit est nécessaire, qu'il ne doit en exister aucun autre pour l'après, plus jamais. Si vous m'entendez, je suis moitié chienne, moitié machine, 100% monstre. Je ne suis rien d'autre qu'un animal non humain, difforme, amélioré par la zootechnie, devenant esclave de mes propres forces. Nous sommes ici pour démolir celles qui m'ont rendu ainsi. Je cherche mon amie Nizar, et elle veut libérer ses semblables de ce lieu, les humaines ou animaux humaines. Je ne les aime pas toujours, mais je veux aider. Alors je suis parti, à travers des sentiers très loin, dans la forêt, de chute. L'endroit d'où je lance ce message est une prison, cachée loin de tout espoir. Nous avons cherché l'endroit où survivent les vestiges de la cruauté humaine. Peu d'êtres vivants souhaitent partir à la recherche de cet endroit, je les comprends.
Je suis accompagné par des choucas des tours, des lynx, des gloutons, des criquets, d'Antaxia nitibula, des grenouilles pélobates, brunes, et mon grand ami le porc-épic à crête. La route est d'une beauté mystique. Elle est bordée de rochers chanteurs, de fleurs colériques, de lierres moqueurs. Il crée des éboulements derrière votre passage et rit la nuit quand nous nous perdons. Il faut les comprendre, ils s'ennuient et croisent peu de monde. C'est un monde d'ailleurs fantomatique, qui est désormais le règne des champignons géants. Les chutes de rivières changent de sens et coulent à l'envers. Le soleil joue à se cacher, les lacs se lèvent la nuit et tentent de rejoindre en s'évaporant la lune qu'ils ne toucheront jamais. Nous rencontrons des insectes qui nous indiquent le chemin, des papillons moriaux, jaunes et noirs, qui, comme moi, portent des trackers et des caméras. Eh ben, on peut terminer la présentation là-dessus. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on échange peut-être de manière plus moins voilà public présentatrice, c'est un peu bizarre. Mais on va peut-être mettre toutes les archives sur la table là-bas pour que vous puissiez les consulter en physique. Et puis il y aura comme disait Hugo, les derniers numéros qui seront dispo ce soir ou tout le week-end. Ouais. Donc si vous avez des questions, avant qu'on vous laisse l'accès aux archives, n'hésitez pas. Merci. D'accord. Archive alors. Il a coupé. Ah non. Juste un truc que j'ai pas dit aussi, parce que je sais qu'il y a plein de gens ici qui font des super trucs. C'est un journal participatif, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de nos appels à contribution. On envoie des exemplaires aux personnes qui participent par voie postale, ou si on se voit, on vous les remet en main propre et on glisse des petits trucs en plus aussi. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à participer au prochain numéro.